Et nous allons continuer. Partage de l'écran. De retour. Donc, avant la pause, on avait discuté la fonction de deuxième degré. Une petite remarque avant de boucler cette partie, puisqu'il est important de connaître, étant donné une fonction dont l'équation de deuxième degré a le discriminant positif, soit f de x égale ax carré plus bx plus c, avec le discriminant delta b carré minus 4ac positif. Bon, strictement positif pour pouvoir en parler des deux racines réelles notées, comme on avait vu, x1, 2, des racines réelles. Alors, nous pouvons écrire f de x en tant que produit comme suit. On sort en face le coefficient dominant fois un produit de deux parenthèses, x minus x1, la première, fois x minus x2. Voilà comment peut-on décomposer cette fonction en produit de parenthèses, qui des fois est nécessaire pour faire des calculs. Ensuite, ça c'est une première remarque, disons. Pour l'équation de deuxième degré ax carré plus bx plus c, peu importe qu'il y ait des racines réelles ou des racines complexes, on peut parler des relations de Viette qui nous donnent des relations entre, je ne sais pas ce que j'ai fait, des relations entre les racines et les coefficients ABC, comme suit. La somme x1 plus x2, c'est minus b sur a, alors que le produit x1 fois x2, c'est c sur a. Et de retour sur l'exemple qu'on avait discuté avant la pause, c'était le premier exemple, celui avec le discriminant positif. C'était 4x carré minus 5x plus 1, avec les racines 1 et 1 quart. Donc, le reprenons, 4x carré minus 5x plus 1 vaut 0, avec les racines x1, 1 quart, x2, 1. Les relations de Viette nous assurent que leur somme, c'est minus b sur a, minus 5 sur a, c'est-à-dire 5 quarts, alors que le produit, c'est c sur a, c'est-à-dire 1 quart. Et j'espère que tout le monde voit bien. On avait trouvé les racines 1 quart et 1. Si vous faites la somme, vous obtenez vraiment 5 quarts. Et si vous faites le produit, c'est 1 quart. Voici les relations de Viette, à bien les retenir puisqu'on aura besoin de temps en temps. Et prenons aussi le deuxième exemple, car dans le deuxième exemple, je vous ai donné une fonction dont le discriminant associé était négatif et on avait trouvé les racines, les deux racines complexes. Ça s'appelle encore des racines complexes conjuguées. Je ne rentre plus dans les détails pourquoi elles sont conjuguées, puisque ce n'est pas seulement que en résolvant une équation d'un certain degré, on obtiendra des solutions complexes conjuguées, mais c'est toute autre discussion. C'était là le deuxième exemple, et voilà ce qu'on avait obtenu comme des racines. Et je vais le reprendre, moins 3x carré plus 2x minus 1. Moins 3x carré plus 2x minus 1 égale 0. Donc, les relations
de Cauchy-Riemann. Je vais copier ce qu'on vient d'obtenir en tant que racine. Voilà, copier. Donc, on avait obtenu Z1, 2, minus 1 plus minus I racine 2 sur minus 3. Et si vous voulez, ça nous donne, je ramène minus au numérateur et ça nous donne 1 minus plus, mais c'est la même chose, I racine 2 tiers. Voilà, j'efface ça. Donc, les relations de Viette nous assurent que la somme, je préfère écrire, bon, Z1, 2 ou X1, 2, c'est la même chose, voilà, pour garder même notation. La somme, à nouveau, regardez bien, minus B sur A. Chez nous, ça va être minus 2 sur minus 3, c'est-à-dire 2 tiers. Bah, faites la somme de ces deux racines. Discutons un peu plus. La partie réelle, ça se note par réel RE de X1 qui coïncide avec la partie réelle de X2. Que cela veut dire? La partie qui ne contient pas I, bah, c'est un tiers. Alors que l'imaginaire, disons, de X1, celui avec plus, c'est le coefficient qui accompagne I, donc ne contient pas I. Imaginaire, c'est toujours réel. L'imaginaire de X1, c'est racine de tiers. L'imaginaire de X2, c'est minus racine de tiers. Donc, je répète, la partie imaginaire, c'est le coefficient, au pluriel puisque ce sont deux, c'est le coefficient qui accompagne I. À ne pas dire que la partie imaginaire, c'est I racine de tiers. Non, que le coefficient. Ce sont des racines complexes conjuguées. Ça veut dire que complexe conjugué, x1 est égal à x2 conjugué. Ça veut dire que là où, par exemple, dans x2, dans la forme de x2, si j'ai minus i racine 2 tiers, son conjugué sera avec plus. Mais en mettant plus, on retrouve x1. Voilà des racines complexes conjuguées. Et donc, si les parties imaginaires diffèrent par un minus, en faisant la somme, ça va disparaître. Et la somme de x1 et x2 nous donne 2 fois la partie réelle. En voici 2 tiers. La partie réelle de chacune des racines vaut 1 tiers. Donc, leur somme vaut 2 tiers. Alors que le produit x1 fois x2, vous pouvez traiter d'après la formule a plus b fois a moins b. 1 tiers plus i racine 2 tiers, tout multiplié par 1 tiers minus i racine 2 tiers, c'est a au carré minus b au carré. C'est-à-dire 1 sur 9 minus, bah, i carré a pour propriété que cela vaut minus 1. Avec ce minus en face, ça vaudra plus 2 sur 9. 3 sur 9, 1 tiers. Qui est un tiers, en fait? C sur A. C, le coefficient libre, sur A, le coefficient dominant. C, c'est minus 1, A, minus 3. C'est en vérité un tiers. Voilà, les relations de Viette. Donc, en ce moment, qu'est-ce qu'on a discuté? La fonction module, dit encore valeur absolue. Son graphe, la propriété qu'elle est une fonction paire. Ensuite, la fonction de deuxième degré, on a traité tous les 3 cas de discriminant positif, valence 0 ou négative, avec les propriétés de monotonie et de courbure, c'est-à-dire convexité versus concavité.
Et on a toujours discuté les relations de Viette. Bon, on fera un pas de plus. Je vais changer de page. Disons, c'est la troisième fonction, celle-là, puisqu'on avait aussi discuté la fonction linéaire. Oui, donc la quatrième. Mais on va traiter ensemble la fonction puissance et la fonction racine énième. Fonction puissance et racine énième ou d'ordre n. Racine énième d'ordre n. Pourquoi je préfère les traiter ensemble? Car sur des ensembles bien établis, elles sont des fonctions inverses l'une à l'autre. Rappelons tout d'abord la fonction puissance f définie sur R avec des valeurs réelles. En fait, je laisse libre les valeurs de f qu'elles soient réelles, mais il se peut que, en travaillant avec une certaine fonction puissance, on ne couvre pas tout le codomaine R. Et donc, il se peut que la fonction ne soit pas surjective. Mais pour l'instant, ça ne nous intéresse pas, on la laisse libre en réel. F de x égale x puissance n. On vient de discuter la fonction de deuxième degré, donc c'est plutôt pour n supérieur à 2. Ça fait rien si finalement je prends f de x égale x, mais ça va être une fonction linéaire, c'est trop simple. Pour n égale 2 de deuxième degré, toujours simple, car b c'est bon, val 0. Et du coup, c'est plutôt pour n commençant de 3 naturel. Ça s'appelle fonction puissance. Voilà, juste un petit détail, disons, sur le codomaine. Vous voyez que x est réel. Donc, à un moment donné, il peut être négatif. Qu'est-ce que vous savez d'un nombre négatif à une puissance paire? Je prends. Si n est paire, alors toute valeur, qu'elle soit positive ou négative, à une puissance paire nous donnera une valeur positive seulement. Donc, les valeurs de f, son image va être R+, et non pas tout l'axe réel. Si n est pair, alors f de x sera toujours positif pour tout x réel. Donc, si je laisse libre les valeurs f définies sur R avec des valeurs en R, certainement qu'on n'aura pas une fonction surjective. Si on n'a pas une fonction surjective, on se rappelle qu'on ne peut pas l'inverser puisque, à part l'injectivité, il nous faut aussi avoir la surjectivité pour construire une fonction inverse. Donc, on ne peut pas parler d'une fonction racine énième. Voilà. Si n est impair, il n'y a aucun souci. F de x sera négative pour tout x négatif. Et donc, on va laisser le codomaine, tout l'ensemble R. Ça, c'est la fonction puissance. Quelques petits exemples, puisque, comme je vous disais aujourd'hui en cours, je m'adresse à tout étudiant qui peut-être a quelques trous de la matière du lycée. Par exemple, minus 2 puissance 3. Minus sort en face et il me reste 2 puissance 3. Cela veut dire que minus n'est plus à l'intérieur de la puissance. C'est minus 8. Donc, pour tout x négatif, f de x prend une valeur négative, alors que minus 2 puissance 4 deviendra plus 2 puissance 4 et deviendra 16. Donc, voyez-vous, cette fonction n'est pas injective, puisque minus 2 puissance 4 et 2 puissance 4 prend même valeur. Mais on ne va pas rentrer dans ces détails.
je préfère discuter aussi la fonction racine énième. Pour la racine énième, ici, je dois discuter directement que se passe-t-il pour n pair, comment la définir, et que se passe-t-il pour quelque n impair. Pourquoi ces discussions depuis le départ? Tout simplement puisque en voulant décrire la fonction racine énième, qui est une fonction inverse à la fonction puissance, si vous vous rappelez, chaque fois que vous construisez l'inverse d'une fonction donnée, le domaine de la fonction directe devient le codomaine de la fonction inverse et le codomaine de la fonction directe deviendra le domaine de définition pour la fonction inverse. Et c'est pour cela que je dois commencer par cette discussion pour pouvoir en définir la fonction racine énième. Si n est pair, vous savez depuis le lycée que, et je crois que c'était l'heure précédente qu'on avait trouvé un petit exemple où je vous ai dit, on ne peut pas écrire racine carrée, c'est-à-dire d'un nombre négatif en réel. En réel. Donc, on a une précondition, si vous voulez, une condition d'existence pour cette racine dans le 2. Normalement, c'est écrit tout simplement racine. Il s'agit d'une racine, peut-être pas toujours f, peut-être g. S'il s'agit d'une racine d'ordre pair, ça va être défini sur 0 infini et on l'écrit sous forme suivante, racine d'ordre n de x. Pour tout n pair. Pour n égale 2, on écrit tout simplement, posons racine de x, qui répète est définie pour x supérieur ou égal à 0. Racine de 0, ça existe bien, ça vaut 0. Il n'y a aucun souci. J'aimerais bien vous rappeler que cela s'écrit aussi comme x à la puissance 1 sur n. Si n est ampère, G va être défini sur tout l'axe RL. Bien évidemment, racine d'ordre n, ça s'écrit pareil. Mais vous voyez que le domaine de définition diffère. C'est normal. Ça vient de cette discussion, si après, quelle est l'image d'une fonction puissance pour n pair et impair respectivement. Et comme on renverse le codomaine avec le domaine de la fonction inverse, il fallait faire cette discussion. Ce que j'aimerais bien, donc disons que f et g sont des fonctions inverses l'une à l'autre, mais il faut travailler un peu sur le domaine de définition. Donc, remarque, si n est pair, je vais considérer f défini sur R avec, donc pour tout x réel, avec des valeurs pour n pair, avec des valeurs en 0 infini. F de x égale x puissance n, n pair. N pair. Pair. Et vous avez vu que minus 2 puissance 4 égale 2 puissance 4. Donc, on a deux valeurs réelles, minus 2 et 2, qui s'en vont dans la même valeur 16. Ce n'est pas une fonction injective à cause de cela. Donc, on ne peut pas parler d'une fonction inverse. Toutefois,
Elle est surjective. C'est-à-dire, elle prend toutes ses valeurs dans l'intervalle 0 infini. Oui, puisqu'on avait restrictionné R à l'intervalle 0 infini. Alors, la fonction f définie sur 0 infini avec des valeurs en 0 infini, f de x égale x puissance n est bijective. Pour n paires, je répète, n paires. Et on peut parler de sa fonction inverse G défini ci-après. G défini sur 0 infini avec des valeurs en 0 infini, racine énième, racine d'ordre n de x. On voici la fonction inverse. Donc, jusqu'à ce moment-là, avant de fixer le domaine, le codomaine de travail, je ne pouvais pas dire, voilà, la fonction puissance et la fonction racine énième, ce sont des fonctions inverses l'une à l'autre. Puisque, en parlant d'une fonction, on se réfère pas seulement à la relation de définition, mais aussi à son domaine et à son codomaine. Il est très important. Comment ça se voit que deux fonctions sont inverses l'une à l'autre? Bah, ici, je ferai appel à l'application en ligne Desmos, que je vous conseille dans votre préparation pour l'examen, mais peut-être pour des devoirs que je donne. Je vous conseille de faire appel, au moins de vous vérifier. Bon, ça ne vous donne pas beaucoup de possibilités d'analyser les propriétés des fonctions, mais à ce niveau, vous pouvez travailler avec. Je dois retourner à la réunion, arrêter le partage, ouvrir une page vierge Desmos et vous montrer OK, partage à nouveau. Voilà. On voici l'application Desmos Graphic Calculator. Et prenons par exemple pour n paire. Donc, prenons une fois la fonction x puissance 4, d'autant plus qu'on avait travaillé avec 2 puissance 4 et moins 2 puissance 4. X puissance, on emploie la touche A puissance B. On appuie ci-dessus et cela nous permet d'écrire à l'exposant. Et nous mettons 4. Donc, vous voyez comme je fais. Vous pouvez noter cette application et essayer par vous-même. Voici la fonction x puissance 4. Bon, j'espère que vous voyez la ressemblance avec la fonction du deuxième degré. C'est normal, dans le graphe, c'est une parabole, puisque finalement, c'est x carré tout au carré. Bon, et à retenir que le bras de droite, disons, se situant dans le premier cadran, ce qui correspond à x positif. Puisque je répète, on voit bien que la fonction n'est pas injective. Je peux prendre ce point, peut-être, voilà, 1, 1, vous voyez, alors que l'autre, minus 1, 1. Donc, qu'est-ce qu'on voit? En minus 1 et en 1, la fonction prend même valeur, 1. Ou en minus 2 et 2, même valeur, 16. Donc, la fonction n'est pas injective. Alors, on retient que x, la sémiaxe, la démiaxe x positive, et on construira la fonction racine d'ordre. Pour racine d'ordre, je préfère prendre la fonction
puissance, puisque la racine d'ordre 4, on peut aussi l'écrire sous forme x puissance 1 quart. Donc, j'écris x d'exposant, j'appuie sur la touche A puissance B, ce qui me permettra d'écrire à l'exposant, et j'écris 1 divisé par 4, soit 0,25, soit 1 sur 4. Et voilà ce qui se passe. Vous voyez, cette application ne nous permet le graphe que sur x positif. Donc, en ce moment, on néglige le bras de gauche, donc celui se trouvant dans le deuxième cadran, et on regarde ici. Pour mettre en évidence une propriété très importante concernant la fonction directe et son inverse, je vais aussi tracer la droite y égale x, ou bien f de x égale x. La fonction linéaire d'ailleurs. Le graphe, c'est la première bisectoire du premier cadran. C'est en vert que j'ai dressé. Et j'espère que là, vous remarquez ce qui se passe. Si vous considérez cette droite en vert comme un miroir, ce qui se passe d'un côté du miroir se passe aussi de l'autre côté. C'est-à-dire le bras bleu que j'essaie ici, vous montrer, se retrouve de l'autre part en rouge. Pareil pour, disons, le petit arc en bleu ici et en bleu ici. On a un autre part, un autre arc de l'autre côté. Les graphes sont symétriques. Donc, comme conclusion, nous retenons que, étant donné une fonction inverse, bijective, excusez-moi, cette fonction directe avec son inverse, la fonction inverse, graphiquement, leurs graphes sont symétriques par rapport à la première bisectoire. Et nous retenons cet aspect. De retour sur ce qui est de notre application. Les graphes de F et G sont symétriques par rapport à la première bisectoire. Et j'espère que vous avez retenu que la fonction qui était en rouge, c'est-à-dire la fonction x puissance n, initialement définie sur tout l'axe réel, n'était pas une fonction inversable à cause du fait qu'elle n'était pas injective. C'est pour cela qu'on a dû la restrictionner à l'intervalle 0 infini. Donc, nous ne nous permettons pas de dire fonction puissance et fonction racine énième sont des fonctions inverses. On risque de faire des erreurs si on ne prend pas en compte leur domaine et leur codomaine. En tant que futur ingénieur, on doit adresser des questions, on doit se poser la question que se passe-t-il dans d'autres situations et surtout pourquoi, sur pourquoi. Bon, pour n impair, les choses sont plus simples. Disons ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, n impair, je l'encercle toujours en rouge. Je vous montre directement sur Desmos. Il suffit de modifier x puissance 3, x cube, dit encore. Et ici, x puissance 1 tiers. Voilà. Que se passe-t-il? Les deux graphes sont symétriques. Sur tout l'axe, et les fonctions sont définies sur tout l'axe réel. Et voilà la symétrie. Plus que ça, en fait, qu'on n'avait pas discuté avant, mais on le discute maintenant. Vous voyez que l'intersection de graphes, ici, il s'agit de 3 points en 1, 1, en 0, 0 et en minus 1, minus 1. Les 3 points se trouvent sur la première bisectoire. Donc, l'intersection, si ça existe,
l'intersection des graphes d'une fonction directe et inverse seront des points se trouvant sur la première bisectoire. Et si vous vous rappelez, ceux qui sont préparés pour l'examen d'admission à la faculté, il y avait des problèmes dans les versions, disons, pour l'admission. Parmi les sujets, il y avait un tel problème concernant une fonction directe, bijective et son inverse. Bon, donc, plus de restrictions sur le domaine et le codomaine. Les fonctions sont définies sur tout l'axe réel avec des valeurs dans R et toutes les valeurs réelles sont couvertes, c'est-à-dire les fonctions sont surjectives aussi. Et ça vous aide, ayant une telle image en descendance, ça vous aide. Bon, voilà, fonction x puissance 4 avec son inverse, fonction x cube avec son inverse, et là, les choses doivent être claires, je l'espère. Donc, f, cette fois-ci défini sur R, avec des valeurs réelles, ce qu'on vient de dire, si n impair, f de x reste négatif pour tout x négatif, et bien évidemment, pour x positif, f de x sera positif. Du coup, toutes les valeurs réelles sont couvertes. Il y a une préimage, donc, telle que f de x soit égal à y, quelque y fixé sur l'axe réel. Donc, il faut plus restrictionner. F de x égale x puissance n pour n impair est bijective directement. Et donc, on peut inverser tout comme j'ai fait avant. Quand j'ai inversé, je vous ai donné pour n impair la fonction racine énième. Voilà, aucune restriction, ni sur le domaine, ni sur le codomaine. Et j'ai défini sur R avec des valeurs réelles. G de x égale racine énième de x. Bon, alors, pour les propriétés, on va les réviser directement sur quelques exercices pour ne pas trop traîner avec la théorie. Exercice. Bah, à ce niveau-là, quoi faire que de calculer? Calculer, résolver, ainsi de suite. Bah, je vous proposerai des équations. Donc, résolvez plutôt. 1. Racine de 2x minus 1 vaut x. Deuxième. Module. Pour réviser aussi le module, 2 racine de x minus 1 vaut 2. Avant de résoudre une telle équation qui implique des fonctions, il faut se poser la question. Où est-ce que ça existe? À gauche, on a une fonction racine. Racine de quel degré? D'ordre. D'ordre 2. Une racine d'ordre 2 n'existe que pour des arguments positifs. Donc, il y a une condition d'existence, abrégée CE, condition d'existence. 2x minus 1 doit être positif. Qu'on peut résoudre x supérieur à 1 demi. Ça ne suffit pas. Vous avez le choix entre la résolution du problème et ensuite vérifier les conditions que vous avez imposées, ou bien se poser encore une question. Vous avez l'égalité entre une racine réelle. Que savez-vous d'une racine réelle? On avait déjà discuté. Même si la fonction n'est pas bijective, cette fonction, racine énième, elle est où?
Voilà. Racine énième est définie sur 0 infini avec des valeurs réelles. Mais plus que ça, si on part d'une valeur positive, elle prend ces valeurs toujours positives. Alors, si on veut égaler par x, ce x doit être positif lui aussi, puisqu'on ne peut pas résoudre une telle équation racine carrée en positif égale à en négatif. Ça s'appelle condition de compatibilité. Abrégé, c'est condition de compatibilité. Ce n'est pas d'existence, puisque x existe de toute façon. 2x minus 1, à condition que x soit supérieur à 1,5, ça existe encore, et j'ai fini la condition ou les conditions pour que ces fonctions existent. J'impose une condition de compatibilité pour que cette égalité ait lieu. Donc, je répète, ce n'est pas une condition d'existence, mais condition de compatibilité. C'est comme dans la vie, pour pouvoir comparer, pour pouvoir mettre ensemble quelque chose, il faut être comparable, il faut être compatible d'une certaine manière. Voilà. X soit positif, peut-être 0, mais qu'il soit positif. Bon, la condition la plus forte reste celle-là. Si x est supérieur à 1,5, il sera certainement supérieur à 0. Donc, quand on en pose 2, 3, 5 conditions, on prendra l'intersection, et l'intersection est donnée par la condition la plus forte. Donc, ce qu'il nous reste, c'est x appartient à 1,5, qui par ailleurs s'écrit comme l'intervalle 1,5 infini. Et c'est à partir de ce moment qu'on peut travailler l'équation. Donc, vous voyez, il y a quelques questions à se poser dans la tête. Ne vous précipitez pas sur l'équation, on résolve, on applique le carré, on fait des choses. Mais pourquoi? Et quand est-ce que j'ai le droit de le faire? Peut-être je cherche là où il n'y a aucune solution. Vous savez qu'il y a des équations qui peuvent être résolues en imposant seulement des conditions d'existence. Et on peut arriver à la conclusion qu'il n'y a pas de solution. Alors, pourquoi les chercher? Donc, voilà. On applique la fonction puissance 2. Et donc, racine 2x minus 1 au carré égale x au carré. Voilà comment ça s'applique la propriété des fonctions inverses. J'applique la fonction puissance à une fonction d'ordre, à une racine d'ordre 2. Ce sont des fonctions inverses l'une à l'autre. Que cela veut dire fonction inverse? En appliquant la fonction directe sur la fonction inverse, ou bien au contraire, on arrive à ce qu'on appelle l'élément neutre, qui dans le monde des fonctions, c'est la fonction f de x égale x. C'est-à-dire, en appliquant le carré à une racine d'ordre 2, ça reste sur place l'argument 2x minus 1. C'est tout comme, si vous voulez, dans les structures algébriques, vous savez que 1, c'est l'élément neutre par rapport à la multiplication. Du coup, vous savez que 2 fois 1,5, qui est l'inverse de 2, nous donnera l'élément neutre. Ici, dans le monde des fonctions, quand vous appliquez f à f minus 1, la fonction inverse, ça vous donne l'élément neutre du monde des fonctions, puisque vous travaillez avec des fonctions, non plus avec des nombres. Et ça vous donne quoi? X. X, en fait, c'est la fonction, si vous voulez, notée par 1. 1 de x laisse sur place x. En voici fonction neutre, élément neutre. Et donc, vous voyez, je donne des détails peut-être un peu plus compliqués, mais aussi on fait des choses très simples
J'essaye de couvrir tous les niveaux, toucher tous les niveaux. En résolvant cette équation, on arrive à une équation de deuxième degré. On écrit tout d'un certain côté, disons x carré minus 2x plus 1 vaut 0. Il n'y a pas besoin de discriminant ici. J'espère que tout le monde reconnaît le carré x minus 1 au carré vaut 0. Une telle équation, x minus 1 au carré, équation de deuxième degré, possède deux racines. Sauf que ici, il y a deux racines identiques. X égale 1 seulement, racine d'ordre 2. Mais c'est une seule racine ou deux racines confondues, si vous voulez. Et alors, on vérifie. Est-elle supérieure à 1/2? Oui. Alors, je l'accepte. La solution finale, c'est 1. Deuxième exemple. Module. Voilà, j'ai intercalé aussi le module. Rappelons-nous, encore une fois, module de x vaut x si x positif, minus x si x négatif. Et je peux fermer de deux côtés, peu importe, en 0 vaut 0. Chez nous, c'est racine de x minus 1. Bon, il n'y a aucune condition de compatibilité ici, car le module est toujours positif, alors qu'à droite, on a laissé 2, c'est positif. On a toutefois ici, puisque ce n'est pas un module simple de x, c'est un module composé avec une fonction racine, on a une condition d'existence. X soit positive pour que la racine carrée existe. Ensuite, vous pouvez travailler en disant, OK, à ne pas dire module égale plus ou minus, puisque c'est faux. Si racine de x minus 1 est positive, on utilise la première branche depuis la définition du module. Alors, le module de racine de x minus 1 vaudra racine de x minus 1 tout simplement, qu'on va égaler par 2. On va déduire que racine de x vaut 3 et on va déduire, attention, il y a des étudiants qui disent x égale plus minus 9. Non, pas du tout. Racine de x égale 3, on applique le carré, on obtiendra x égale 3 au carré seulement, 9. N'oubliez pas que racine de x minus 1 supérieur à 0, si et seulement si racine de x supérieur à 1, si et seulement si x supérieur à 1, qui est vrai. Donc, je l'accepte. Deuxième cas. Si racine de x minus 1 est négatif, je lui applique le module. Alors, je regarde la deuxième branche. Pour un argument négatif, le module sera minus ce qui est à l'intérieur du module. Donc, module de racine de x minus 1 sera minus. Et puisqu'on sait que ce minus change de signe dans une somme, dans une différence, peu importe, alors je mets une parenthèse. Nous n'ouvrons pas une parenthèse, nous risquons de nous tromper parmi les signes. Racine de x minus 1, c'est-à-dire racine de x, minus racine de x plus 1, en égalant par 2, on obtient minus racine de x égale 1. Et j'espère que vous voyez, il y a un problème ici. Minus racine est toujours négatif. Il ne peut pas être égal à 1. Aucune solution. Donc, la solution qui nous reste, c'est 9. C'est clair?
Oui. Oui, c'est clair. Bon, donc, je répète, on a révisé la fonction module, la fonction linéaire, la fonction de deuxième degré, avec les relations de Viette, les trois cas discriminant positif égal à 0, négatif, et ensuite, on a discuté déjà deux fonctions, fonction puissance et fonction racine énième en miroir. Avec l'application d'Esmos, on a vu les graphes, la propriété la plus importante de symétrie des graphes par rapport à la première bisectoire. Il nous reste à continuer la semaine prochaine avec la fonction logarithme et la fonction exponentielle. Et ensuite, peut-être on va passer, pas peut-être, certainement on va passer aux fonctions trigonométriques directes et inverses, sin, cosinus, tangent, cotangent, et leurs fonctions inverses, axine, arcos, etc. Ça vous aidera aussi dans le calcul de quelques limites qui impliquent des limites remarquables, qui impliquent des fonctions trigonométriques de toute façon, mais pas seulement. Et si le temps nous permettra, on discutera aussi des limites, limites des suites et des séries numériques. Au moins, les séries numériques, j'espère avoir le temps de les discuter la semaine prochaine. Y a-t-il des questions? Non pas. Bon, je vais vous charger tout ce que j'ai écrit, d'autant plus que, en fait, bon, on avait enregistré cette deuxième heure, la première heure non pas. Ok, je vais charger le document de notre leçon d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me poser des questions, que ce soit pendant les cours remédiales, que ce soit pendant notre cours d'analyse mathématique lundi prochain. N'hésitez pas à chercher sur Moodle les autres documents que je vous ai chargés, chacun avec son groupe, sa page Moodle. Et commencez votre préparation pour l'examen qui s'approche. Bon, s'il n'y a pas de questions, alors on s'arrête là. Et à la semaine prochaine. Sinon, en fait, on se revoit en travail dirigé cette semaine. Bon, on va couper. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Madame. Au revoir, madame, Bye. merci. Bye bye.